Très bien. Tango très fort, très beau sur la photo. C'est parfait. Rapidement, on va vous donner les sommaires de votre magazine. Les et des Nanga après ces coups de massue de l'ambassade du Corée du Sud à Kinshasa sur des doutes en ce qui concerne la machine à voter. Nanga pleura, ainsi titre plusieurs journaux ce matin. Les derniers passages médiatiques du rapporteur de la CENI ne rassurent pas. Pendant ce temps, Eliezer Tamboué, deuxième journée à l'Amigo du TGI Gombe, encore un fait très grave. Un accident a visé ses enfants hier, ses deux enfants d'ailleurs, les deux enfants qu'Eliezer Tamboué a jusque-là. Ils ont été percutés à la 9e rue hier par un bus Transco. La cadette Charlie Tamboué s'en est sortie avec le bras gauche fracturé. Elle se trouve actuellement aux urgences au niveau de l'hôpital Saint-Joseph à Limité. Pendant ce temps également, il est prévu une grande conférence de presse des avocats d'Eliezer Tamboué au siège de la CAGE, Association pour l'accès à la justice. Toute la presse quinoise y est conviée. Autre actualité ce matin, Genève, la conférence de donateurs, la République démocratique du Congo, via son patron de la diplomatie, jette l'éponge. Les MLC tape du poing sur la table et condamne cette position du gouvernement congolais. On va peut-être revenir, sur le temps nous le permet, sur cette vague de nominations au niveau de la diplomatie à l'ACP tout comme à la radio-télévision nationale congolaise. Nicole Dibambou Kitoko quitte la RTNC, elle va à l'ACP comme PCA. Voilà donc le menu de votre magazine. Rapidement, les titres des journaux. L'objectif titre, interpellation d'Eliezer Tamboué, l'Union nationale de la presse du Congo, encore une fois zappé. Impact News revient sur la même information, arrestation du journaliste Eliezer Tamboué, Ngoïka Sanji, encore bourreau de la presse nationale, la CENI et la mafia de la BGFI Bank, qui rend lourde la main du PGR Flori Kabangenumbi. Désaveu de la machine à voter par Séoul, le Nanga nargue le peuple le pays de fabrication. Les vrais modérateurs abondent sur la même information et titre désaveu par Séoul de la machine à voter et Nanga plaira. Bataille préélectorale, les faux pas des Ramazan Chadari, la prospérité titre, rendez-vous manqué avec les donateurs, Genève, Cheo Kitundu, confirme les boycotts de la République démocratique du Congo. Sur la même information, Genève, les rendez-vous du 13 avril confirmés, refus du gouvernement, les mouvements de libération du Congo condamnent. Les phares, titre, IDPS, après l'élection de Fachi, les obsèques d'Étienne Tshisekedi. La Senko qui condamne l'enlèvement de l'abbé Célestin Ngango du diocèse de Goma. Je crois que je vais terminer par Forum des As qui titre au terme d'une série d'ordonnances rendues publiques hier, des nominations à la Cour des comptes, à la radio-télévision nationale congolaise, à l'ACP et dans la diplomatie. On se limite là, en tout cas, pour aujourd'hui. Laurent Nyamba, consultant maison, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci Serge. Deux sujets me dérangent. Le premier, on va l'aborder avant même le contenu de l'émission. Il est relatif au rejet par la Cour constitutionnelle des différents arrêts, de différents recours en annulation, requêtes en annulation, excusez-moi, de la loi électorale. C'est vrai que la question du seuil a dérangé les requérants devant la Cour, mais également la question de la caution. D'aucuns pensaient que cette caution visait vraiment un vote censitaire et la Cour a rendu son arrêt. 4 pour, 4 contre, c'était à la limite près, hein, et c'est la voix du président, semble-t-il, qu'elle est prépondérante et qui a départagé les hauts magistrats. Bon, je vous remercie énormément, même si j'ai fait l'émission morale très, je voulais dire, très émoussée avec la situation que nous vivons d'Eliezer Tamboué, qui est un ami, et puis à qui je dis courage. Et encore une fois, la politique s'invite dans le judiciaire. Nous aurons peut-être le temps d'en parler. On va en parler. Et donc, je suis totalement controversé. Vous voyez de quoi je parle. C'est un grand ami. Bon, je vais tenter de faire, malgré moi, vous parler de la Cour constitutionnelle. D'abord, il faut vous rappeler que la Cour, pour commencer, est démonétisée. Le coup de gueule de l'honorable Lukundo. La Cour est démonétisée parce que l'explication devient à ce moment-là technique et classique. Première chose,
la Cour, oui, a un mode de vote qui est connu, c'est la majorité de voix. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, quand on évoque justement le débat de la majorité de la Cour, on se rappelle à l'arrêt qui a interprété l'article 70 de la Constitution qui faisait allusion à la légalité du pouvoir du président Kabila. Quand ils se sont exprimés à 5, aujourd'hui nous sommes rattrapés par la même donne. Ça veut dire que quand c'est dans la normalité, on a 7 juges qui peuvent s'exprimer sur la question. Est-ce que tous ceux qui ont justifié cet arrêt peuvent aujourd'hui donner un contenu? Mais quel est le mécanisme de vote à la Cour? C'est que la Cour vote par majorité simple. Ok? Maintenant, la jurisprudence pratique a démontré que la Cour avait beaucoup plus opté pour le consensus. Ça signifie que pour toutes les questions qui concernent, la Cour est l'émanation de la société. Si vous regardez sa composition, 3 sortent de la magistrature, 3 de la présidence, 3 de la représentation nationale. Et donc la Cour est l'expression de la volonté du peuple. C'est comme ça que le mode de vote est beaucoup plus préféré, le consensus, que la majorité. Donc quand vous voyez un recours à la majorité, ça signifie que le consensus a échoué. Première chose. Deuxième chose, la question du seuil n'est pas une question qui concerne des individus, les gens se trompent. Du point de vue législatif, la question par exemple des seuils relève du pouvoir législatif. Ça les gens ne le savent pas. Vous ne pouvez pas légiférer dans ce domaine-là. Par exemple, pour la question du quotient électoral, ça a été relevé directement dans la loi. Mais pourquoi on veut laisser la question du seuil? Parce que la loi ne détermine pas les mécanismes de désignation de ces seuils-là. Comment on calcule les seuils? La loi ne le dit pas. Et donc, on laisse ce qui relève du pouvoir législatif au pouvoir réglementaire. Et donc, la CENI va se taper le luxe de dire qui il prend ou qui elle prend, qui elle ne prend pas. C'est une discrimination du point de vue légal. Vous pouvez poser la question à Vundaoui, à Isambo. Je suis rassuré qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la maîtrise de cette question-là. Et arrive alors la question politique qui entoure la Cour. Juste parce que la Cour s'est exprimée. Et regarde comment la Cour rend l'arrêt. Ailleurs, quand un arrêt de la Cour, c'est tout un livre. C'est autant que mon aîné Moussangana constate qu'il y a un problème dans la société sur le droit électoral, et il écrit. Nous sommes dans une civilisation de l'oralité, où les gens n'aiment pas la culture de l'écrit, ils préfèrent critiquer à longueur de journée sur les télévisions. La Cour est venue lire, comme si on était au tripin Njili, comme si on était au tripin de Katakokombe, lire uniquement les dispositifs sans motivation. Ça signifie que on donne les dispositifs, on entend encore que les politiques donnent l'explication pour qu'on coule ça dans l'arrêt. Quatrième chose. Terminez par là. Je termine par là. La présidence a écrit à la Cour pour demander qu'on puisse... parce qu'il y a une disposition de la Cour qui prévoit justement que chaque 3 ans, on change de 3 membres de la Cour selon les 3 composantes qui sont représentées à la Cour. Depuis tout ce temps, la présidence n'a jamais posé la question parce que la loi prévoit que c'est au premier mois, les 30 jours depuis que la Cour rentre en exercice, que la Cour devait choisir les 3 membres qui devaient sortir parce que le mandat est de 9 ans pour 3 juges, 6 ans pour 3 autres, 3 ans pour 3 autres juges. Mais c'est seulement maintenant, comme la présidence est mécontente de l'arrêt, c'est maintenant qu'on demande qu'on sorte. Et puis je vous donne une information qui doit être une exclusivité de kiosque, c'est que les 4 juges ont le pouvoir, 1, de publier les opinions dissidentes, c'est prévu par la loi. 2, dans les indiscrétions, il y en a même qui sont prêts à démissionner parce qu'ils savent que les gens comme les Sambo, comme les Vundaoui, on peut trouver un mécanisme de les faire partir avec le renouvellement de 3 juges. Merci. Et donc c'est une cour démonétisée qui devait être les remparts de la justice, mais le Kondo avait raison, c'est une justice, je voulais dire, à double vitesse et que aujourd'hui le peuple n'a pas de repères en termes judiciaires. Merci beaucoup Laurent Onyemba pour ces éclairages sur les rejets par la Cour de ces différentes requêtes en annulation de la loi électorale. Moïse Moussangana, vous êtes journaliste mais aussi écrivain. Votre dernier ouvrage d'ailleurs s'intitule La machine à voter, c'est quoi les votes électroniques, enjeux et défis pour la Commission électorale nationale indépendante. Cet ouvrage fait polémique. Diana même Katiesta d'un livre intox sur ce plateau de kiosque, c'était le lundi dernier. Vous savez, c'est quand même indécent qu'un journaliste, qu'un confrère se livre dans des déclarations pareilles. J'ai honoré cette profession en observant quelque chose qui se passe dans la société
et l'écrire, comme venait de le dire Laurent. Voilà, on n'a pas besoin des esprits tordus dans ce pays. On a besoin de grands esprits. Vous ne dites pas que Diana fait partie des esprits tordus. Il faut être élégant, galant. Je n'ai pas dit ça. Voilà. J'ai dit que ce pays n'a pas besoin des esprits tordus. Voilà. Il a besoin des grands esprits parce que ce pays a été précipité dans le profondeur pour qu'il soit quand même un pays civilisé comme les autres. Voilà ce qui nous préoccupe aujourd'hui avec la Cour constitutionnelle. Je n'ai jamais cessé de dire ici que c'était une cour de pacotille. Vous savez, ici j'ai dit que cette cour-là tranche même dans les histoires des parcelles. Aujourd'hui, Maître Moula en est victime. Leur parcelle sur Kananga est aujourd'hui morcelée et consort parce qu'il y a eu intervention des membres de la Cour constitutionnelle. Qu'est-ce que les juges de la Cour constitutionnelle ont à voir avec un conflit parcellaire? Ça, je ne sais pas. C'est ça. La justice en République démocratique du Congo. Et vous ne pouvez pas vous étonner que la Cour fasse ce que Laurent est en train de décrier ici. Bon, il faut dire ceci. La Cour s'est amusée tout simplement à voir les problèmes dans la forme, même dans la forme, et n'a pas raison. Parce qu'il y a l'article 162 de la Constitution, je parle sous le contrôle de Laurent, c'est toute personne qui peut saisir la Cour constitutionnelle en inconstitutionnalité. Donc, Lokondo, Lutundula et autres sénateurs, bref, parlementaires et consorts, ils sont d'abord congolais, ils sont d'abord citoyens congolais avant d'être sénateurs et consorts. Donc, ils pouvaient bien saisir la Cour. Même alors, mais où sont parties les autres requêtes? Parce que la Cour déclare irrécevable juste la requête de Lokondo et consorts. Mais il y a eu d'autres requêtes. Où sont parties ces requêtes? On va dire que ces requêtes-là ont disparu à la Cour constitutionnelle. Et dans cette histoire-là, la CENI peut être invitée à la Cour en tant que qui? En tant qu'experte. Donc la CENI devient experte en matière constitutionnelle en République démocratique du Congo. On aurait même appelé un doctrinaire en la matière. Mais il y a des doctrinaires au sein de cette Cour. Mais c'est pas possible, c'est ça tout le problème. Donc, c'est la CENI. Le requérant ne sont même pas notifiés, mais c'est la Cour qu'on invite à la Cour. Donc, il y a de quoi dormir debout. Merci beaucoup. Bon, mais il faut dire que même alors, il y a le problème des fonds qui reste. Donc, cette loi-là reste. Mais cette loi-là est anticonstitutionnelle parce qu'il y a des dispositifs qui sont en train d'heurter la Constitution. Donc, les problèmes de seuil qui excluent les indépendants, alors qu'il est de leur droit de pouvoir se présenter aux élections et ils sont éliminés par les problèmes de seuil. Ces problèmes-là, la Cour ne l'a pas rencontré. Il y a aussi le problème de la caution. Nous avons dit autrefois qu'on a introduit le vote censitaire. Et voilà. La Cour constitutionnelle retient les votes censitaires. Donc voilà, ça veut dire que cette Cour-là n'est plus le rempart. Vous savez ce qu'elle a d'abord commis comme gaffe avec les commissaires spéciaux, alors que la Constitution n'en parle pas. Ça fera un jour partie de la jurisprudence de la Cour. Hein? Mais quelle jurisprudence? L'interprétation de l'article 70. Oui, et voilà. La jurisprudence ne veut pas dire simplement positive. Il y a aussi des jurisprudences négatives. Hein. Voilà, merci beaucoup, Moïse Moussangana. Résolution 2409 de conférence humanitaire sur la République démocratique du Congo. Cheikh Kitundu donne des raisons du rejet. Le vice-premier ministre et ministre en charge des affaires étrangères et intégration régionale, Léonard Cheikh Kitundu, était hier au Salon Rouge de son ministère face à la presse, aussi bien nationale qu'internationale. Raison, communiquer la position du gouvernement congolais sur des sujets d'actualité. La résolution 2409 du Conseil de sécurité de l'ONU relative au renouvellement du mandat de la MONUSCO et la non-participation de la RDC à la conférence humanitaire de Genève en vue de venir en aide aux populations congolaises victimes en souffrance. Moïse, vous avez suivi la conférence de presse? Oui, j'ai suivi, je suis écœuré. Les MLC a condamné la position du gouvernement. Je suis écœuré, je me dis que c'est de l'irresponsabilité. Je crois que je pèse mes mots, c'est de l'irresponsabilité. Et à la limite, c'est même criminel.
pourquoi tous ces Congolais qui sont dans les besoins, tous ces Congolais qui sont en train d'errer dans leur pays, tous ces Congolais déplacés par millions, tous ces Congolais qui manquent de quoi mettre sous la dent, tous ces Congolais qui n'ont même pas une aspirine, tous ces Congolais qui sont victimes de ce que nous connaissons comme insécurité dans ce pays. Et ça veut dire que le gouvernement les renvoie à leur triste sort. Le gouvernement avance des raisons qui ne tiennent pas. Première raison, c'est le quoi que gouvernement non vous dit, on ne peut pas aligner le Congo sur la zone 3 au même titre que les pays comme la Syrie, au même titre que le Yémen. C'est pas normal quand même. Mais je crois que cette comparaison-là, la comparaison n'est pas raison. Les causes des guerres au Yémen et en Syrie ne sont pas les mêmes qu'en République. Oui, justement, ne sont pas les mêmes qu'en République démocratique du Congo. Voilà, justement. Même alors, les Nations Unies se battent pour apporter de l'aide humanitaire là-bas. Ici, ce sont nos populations. Nous avons vu Cheikh Kitundu aller en Angola. Est-ce qu'il a amené même une aspirine pour ces Congolais en déperdition en Angola? Pas question. Qu'est-ce que le gouvernement congolais a fait pour ces malheureux qui sont, ces misérables qui sont au Kasaï, ces misérables qui sont au Tanganyika, ces misérables? Est-ce qu'on a amené ne fût-ce qu'une aspirine? Ce sont ces ONG, c'est les Nations Unies qu'on est en train de décrier qui vont à la rescousse de ces populations. Et c'est aujourd'hui que le gouvernement dit que non, il va amener 100 millions de dollars voilà. Et à décaisser progressivement. Et pendant ce temps, ces gens-là vont retenir leur malheur en attendant que le gouvernement mette la main dans la poche. Est-ce que quand l'ONU met la RDC dans la même situation que la Syrie et le Yémen, est-ce que ce n'est pas une manière de pousser les donataires à mobiliser beaucoup plus d'argent? Attendez, ou bien c'est une manière de discréditer, comme le pense le gouvernement, la République démocratique du Congo. Mais le gouvernement lui-même, dans cette échelle-là de valeur, a mis la crise humanitaire qu'il y a au Congo à quel niveau? C'est ça tout le problème. À quel niveau de cette échelle-là, le gouvernement congolais a-t-il mis la crise humanitaire qui se vit en République démocratique du Congo? Voilà. Donc, on vient faire de la politique là où les gens sont en train de souffrir. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est pourquoi même il faudrait qu'il y ait un chambardement. Il faut qu'il y ait cette alternance-là pour quand même, je ne veux pas qualifier des gens, mais que tous ceux qui se sont avérés incapables de hisser ces pays à un certain niveau de développement dégagent. Très bien. Laurent Onyamba, ce n'est pas que de la souveraineté d'un État d'accepter un don, une aide. Je ne sais pas moi, c'est vrai, nous sommes membres des Nations Unies, membres de la communauté internationale. Nous régorgeons une bonne partie de la forêt et du bassin du Congo. Nous préservons l'écosystème, l'équilibre. Mais en contrepartie, tous ces gens peuvent aussi lever des fonds en faveur du Congo. Hier, par exemple, je suivais sur Radio Okapi, pour ne pas la citer, au Olomami, vers Bukama, il y a eu débordement de la rivière Bukama, et le gouverneur du Olomami appelait à l'aide humanitaire internationale pendant que le gouvernement national rejette cette aide. Bon, tu sais, cher ami, je suis surpris par cette position de notre pays. C'est une position dépouillée de toute intelligibilité, c'est une position dépouillée de la volonté à aider les Congolais. Nous ne pouvons pas aujourd'hui nous leurrer et dire que le Congo vit dans une situation de normalité. Ça serait, je voulais dire, une ruine presque cocasse d'un polichinelle. C'est même ne pas comprendre les méandres. Regarde, tous les indicateurs. Moi, j'ai toujours cité notre compatriote Mouzito qui est un technicien dans le domaine, qui a démontré horizontalement et verticalement que nous sommes un État sous perfusion. Ok? Vous savez pourquoi on a fermé la maison Schengen? C'est parce que seulement la Belgique a dit l'argent que nous vous donnions en termes d'aide au développement, on donne ça aux ONG. Et parce que il y a des gens qui attendaient cet argent-là, on a fermé la maison Schengen, qui ne sait pas. Est-ce qu'on avait des raisons de faire une réciprocité dans ce domaine-là si nous n'avions pas besoin d'aide? Est-ce que vous savez combien d'argent rentre tous les jours dans notre pays par l'UNICEF, par l'OMS, par Gavi, par toutes ces structures internationales, par toutes ces ONG internationales?
Est-ce que vous savez que l'ambassadeur de la RDC à l'ONU s'était énervé parce que on n'a pas ajouté à l'ONU la mission de combattre contre les groupes armés. Mais tout ça, les dessus de cartes, c'est qu'il y a l'argent. Pour combattre, on achète avec les munitions. Mais regarde notre budget. Regarde, on dit tout le temps la CENI, quand on posait la question à l'officiel, au féticheur Nanga, l'homme à tous les coups, même quand le monde entier dit que ça ne va pas avec la machine à voter, nous les compétiteurs, nous disons ça ne va pas, les spécialistes en droit électoral, nous disons ça ne va pas, les pays qui fabriquent la machine à voter disent ça ne va pas, on va en parler. Les États-Unis disent ça ne va pas, l'Union européenne dit non, on a une mauvaise expérience, nous avons un féticheur Nanga qui fait tout seul. Pas au sens propre, hein? C'est-à-dire il trouve des solutions miracles. Non, ça veut dire que voilà. c'est une figure de style pour dire il va nous imposer une solution qui vient du ciel dont on ne connaît pas l'origine. Mais le ciel est... Alors Laurent Oyemba, je viens pour dire je trouve anormal. La diplomatie. Je trouve anormal que l'on classe la RDC dans la même situation que la Syrie. Je vais vous montrer que nous faisons ici, Chokitou nous l'a dit, face à une guerre asymétrique avec des groupes armés qui écument l'Est. Mais également, ce n'est pas une rébellion classique où il y a une crise humanitaire à grande échelle. Non. Est-ce que c'est présenter le Congo de cette manière-là? Ce n'est pas une manière de dire aux investisseurs de ne pas venir que le Congo n'est pas fréquentable. Non, mais je dis ceci. Tu sais, moi, je suis quelqu'un de très droit dans ma façon de voir les choses. Oui. Je vous ai dit que depuis que Tchibanda est parti, au niveau de la diplomatie, on a senti quelque chose. Chio Kitundu est présent. Tu comprends? C'est la première fois que je ne suis pas d'avis avec sa façon de faire. Et je sais que ce n'est pas l'individu diplomate Chio Kitundu qui le dit. C'est Tchibala, c'est le gouvernement qui le dit. Et lui n'est que le porte-parole, comme c'est le porte-parole de la démocratie congolaise. Je vous dis que la meilleure guerre, ou la guerre la plus fatale, mais c'est la guerre du ventre. Vous ne voyez que ce qui s'est fait en Syrie, mais le Congo vit dans quelle situation? Mon cher ami, quelqu'un qui vit à Béni, quelqu'un qui vit à Djokou, quelqu'un qui vit à Béni et plutôt en Ituri, est exactement en Syrie. D'ailleurs, en Syrie, c'est encore mieux parce que tu peux prendre une balle et mourir sur les champs. Serge, s'il te plaît, tu as déjà vu quelqu'un qui se réveille un matin, qui entend un bruit dans une cité, un secteur où il y a 100 000 personnes, mais avec 20 000 Congolais, 20 000 militaires, ça signifie que chaque 4 personnes peuvent être surveillées par un militaire, que vous appreniez que quelqu'un est venu, il a ouvert votre maison, qu'il parle la langue étrangère, qu'il sort votre enfant, qu'il le décapite, vous voyez, qu'il prend votre mère, il viole et puis après, il déchire le ventre. Non, c'est mieux que la Syrie. Et je veux vous dire que c'est mieux que la Syrie. Non. C'est pire. C'est même pire que la Syrie. Et donc, nous ne pouvons pas nous leurrer aujourd'hui. Quand nous disons qu'il y a absence de l'autorité de l'État, nous sommes les seuls pays au monde où vous êtes ministre de l'Intérieur, on a tué hier, on tue aujourd'hui, on va tuer demain, et vous ne démissionnez pas. Nous sommes les seuls pays au monde où les services de renseignement ne s'occupent que des pauvres journalistes avec des chapelets et des bibles. Merci beaucoup. Donc, j'estime que ce qui s'est fait hier, le coup de gueule, ça c'est le coup de gueule de la RDC, aller chercher les donateurs, ça va nous aider parce que nous sommes dans une situation catastrophique. Et malheureusement, pour terminer, pendant que les Congolais vivent tout ce qu'il y a comme embryon de souffrance, on nous amène encore le contrôle technique pour enrichir la personne de Kimbuta. On nous amène encore, mais il y a contrôle technique quand il y a quoi? Quand il y a une bonne route. Serge, nous sommes un État sous perfusion. Tous les indicateurs sécuritaires, politiques, économiques sont au rouge. Je ne vois pas la dichotomie existentielle qu'on peut dégager de la symétrie de comparaison entre la Syrie et le Congo. Et donc, c'est seulement une absence injustifiée, mais nous allons les sentir. Absolument. Merci beaucoup. Allez, on va prendre le deuxième thème de l'émission. Eliezer Tamboué, le temps de prendre quelques 2 paragraphes. Vous allez un peu vous reposer. Moïse a ouvert le premier thème. Vous allez ouvrir le deuxième thème. Mais j'aimerais attirer votre attention. Laurent, vous n'êtes pas journaliste, mais vous êtes avocat. Je vous appelle ici comme expert et consultant de l'émission. Ça se fait partout. Et j'aimerais rappeler que vous êtes un assermenté. Aujourd'hui, ce procès va s'ouvrir.
Eliezer, d'abord, nous sommes dans ce que vous appelez l'étape pré-juridictionnelle. Hein? Oui. Donc, vous devez garder les secrets de l'instruction. C'est ça, n'est-ce pas? Absolument. Alors, si je vous le rappelle, pour que vous ne puissiez pas tomber dans cet état des choses, mais ne fût-ce que nous dire l'état d'avancement de la situation, les étapes à suivre, pourquoi on lance les mandats d'amener, pourquoi, éclairer un peu l'opinion sur la situation, ne pas revenir peut-être sur l'accident de ses enfants hier. Je ne sais pas pourquoi j'ai annoncé ça, peut-être qu'Israël, Eliezer lui-même est en train de suivre, ça va peut-être l'affecter davantage. Bon, d'abord, je reviens sur ce que j'ai dit au début de l'émission, cher ami Eliezer, tu sais, nous sommes dans les combats. Et le combat a toujours ses péripéties. Je suppose que vous êtes en train de passer des moments suffisamment difficiles. Moi-même, quand je suis arrivé à l'office, même les inspecteurs du parquet, même il y a des hauts magistrats qui viennent vous dire que ce que vous faites, c'est pour la République. Et je me sens alors dans ma peau d'un combattant, parce que ça, c'est le plus important. Et ces enfants ont connu un accident, on ne peut pas ne pas en parler. Est-ce que c'est un concours malheureux? Est-ce que c'est un concours de circonstances téléchargé, téléguidé? Dieu seul nous le dira, mais écoutez, quand on est combattant, c'est qu'on s'attend à tout. Che Guevara a dit à quelqu'un, il dit, le jour où vous pensez à votre mère avant de faire une révolution, c'est que vous n'êtes pas prêt pour les changements. Alors, les procès, ça sera les procès Eliezer ou ça sera les procès du diamant? Comment un diamant de plus de 30 carats quitte le pays dans des conditions aussi sulfureuses? Je suis propriétaire, meurt, la famille est ici, la justice ne fait rien. D'abord, je parle de la procédure. Très bien. La première précision qu'il faut amener, c'est qu'en fait, Eliezer apprend pour la première fois qu'il est convoqué au parquet à la suite d'un mandat d'amener. Nous voulons rappeler aux magistrats que le magistrat, c'est le dernier rempart de la société. C'est une sorte de thermomètre de la société. Mais si vous ne respectez plus les règles de l'art, le peuple va encore se tourner vers qui? Mais si l'infraction pour laquelle le monsieur est poursuivi dépasse plus de 3 mois, c'est tout à fait normal qu'on laisse le mal. C'est 2 secondes pour que je vous explique. Quelle que soit la nature de l'infraction, ok? Il est d'un devoir légal que quiconque a des démêlés avec la justice soit d'abord invité. Et quand la personne est invitée, il y a ce qu'on appelle en droit les principes sacro-saints du droit de la défense. Il est consacré. La personne se présente, la personne est entendue, la personne est assistée. Ces principes-là, posez la question, vous avez des juristes autour de vous, Blaise Lunda, Marcel Kabia et les autres, posez la question que ça doit être observé. Même Sarkozy a été en garde à vue, mais chez lui à la maison. La première des choses, c'est qu'il les rencontre pour la première fois le parquet sous mandat. Quels sont les faits? Les faits relèvent du travail qu'il a fait de façon journalistique. Deuxième chose, à quel moment on arrête? Parce que l'impression que nous avons dans ce pays, c'est qu'en fait, on arrête pour arrêter. On arrête pour 3 choses. Ok. Ok? La première? Quand les faits sont graves. Deuxième chose, quand la fuite est à craindre. Et quand l'identité est douteuse. Et les Tamboué, nous avons été, nous deux, avec lui en Afrique du Sud. Vous avez vu combien, en Afrique du Sud, ce qu'il représentait, sa fuite est à craindre. Domicile connu, avec responsabilité. Les biens ici au pays. Il a de biens. Deuxième élément est éladé. Le troisième élément, qui n'est pas établi, parce que pour arrêter quelqu'un, il faut que les faits soient établis. Pourquoi on ne l'a pas libéré? Et donc, du point de vue de la procédure, il y a un problème. Est-ce que ce n'est pas pour les mettre déjà dans des conditions Maintenant, regarde la suite, parce que tu m'as posé quelques 3 questions. Maintenant, regarde la suite. C'est qu'aujourd'hui, parce que la défense de Eliezer, j'en fais partie, ok, a déposé une requête à la Cour, plutôt au parquet général, pour demander la liberté provisoire. Et dans ces principes-là, la liberté ne peut être acquise, à défaut, il y a autre chose. Ça signifie que nous sortons du champ classique de la procédure pénale. Mais la crainte, c'est que la vitesse avec laquelle l'affaire va prendre, parce qu'il s'agit, comme dit les Tamboué, on va devoir, si le procureur
aujourd'hui, les maires sous mandat d'arrêt provisoire, et donc aujourd'hui, Tamboué, avant 12 heures, il va aller à Makala, et on va fixer l'affaire au tribunal, et je suis rassuré que si l'affaire est fixée au tribunal, il va être condamné. Mais regarde mon commentaire. C'est qu'en fait, les faits partent du travail qu'il fait. Tu sais que je suis mal à l'aise, pas que je suis de Sankourou. Les diamants du Sankourou. Je suis parti de Sankourou, et il y a 10 ans que j'ai animé une émission sur Allo Sankourou. Les Sankourou se meurent. Mais ces creuseurs-là vont prendre les risques à la main parce qu'au Sankourou, il n'y a pas une exploitation industrielle. C'est à la main pour trouver les diamants. C'est rentrer dans pendant 2 ans et demi. Je dis, vous pouvez rentrer à Chikapa, les gens en meurent tous les jours. Mais si quelqu'un attrape les diamants, je veux qu'on nous explique aujourd'hui les concours malheureux de celui qui attrape les diamants, qui reste mourir. Tamboué prétend avoir même des vidéos de la personne avant de mourir. Comment les diamants arrivent à Kinshasa? Est-il certifié par qui? Comment les diamants arrivent chez celui qui porte plainte contre les airs aujourd'hui? Et comment les airs dit même qu'un diamant qui vient du Congo, qui serait d'autant de carats, serait vendu en verse autour de centaines de millions? Non, il faut qu'on puisse nous élucider. Mais comment la justice ne s'en préoccupe pas? Et je te dis que ce n'est pas le premier dossier. Nous avons connu, moi-même j'ai été avocat. Là, en son temps, c'était avec l'excellence Emery Okundi. Je sais qu'il va se souvenir. J'ai été consulté avec Maître Ochudi d'un diamant qui était arrêté à Divé, dont on a amené jusqu'à Kinshasa en laissant les propriétaires. Comment on gère le Sankourou? Alors, le gouverneur est devenu une police particulière chargée de diamants. C'est autre chose, mais tu sais, Serge. Je vais revenir à vous. Je termine en disant, oui, la justice doit faire son travail. Une information que je te donne en présence ici. Tu sais que Mike Moukebaï a évoqué le dossier d'un certain Georges Jakovic, oui, qui a escroqué l'argent de M. Moukoya Limité. Il a été arrêté. À la suite de l'émission Kiosque, le monsieur est au 2e jour. Le monsieur de la maman a pris 3 millions au FPI. Et donc il est en justice. Je vais revenir à vous aussi sur le même dossier. Le Kiosque fait son travail. Moi je pense que ce procès d'Élysée n'en est pas un. Ça sera le procès du diamant de Lodja. C'est encore quoi? Le diamant de Lodja. Les diamants de Sankourou. C'est le même Ngoïka Sanji qui a eu des problèmes avec Mouzé à l'époque. La presse est venue à sa rescousse. Ngoïka Sanji avait trouvé gain de cause. Je veux bien que l'affaire soit fixée. On ira peut-être en chambre de conseil, on fixe l'affaire au tribunal. Le procès sera public. Mais pourquoi ne pas pousser un peu la logique plus haut pour savoir comment quelqu'un trouve les diamants de plus de 35 carats? Il arrive ici, qui a payé les billets pour lui? Comment le diamant est vendu? Le monsieur est mort, sa famille est ici, au niveau de Lemba. Ses enfants sont vivants, ils en parlent. Quand un journaliste en parle, il est assigné en justice. Est-ce que ce n'est pas pour taire ces dossiers du diamant? Et le gouvernement qui devrait bénéficier, ne fût-ce que de 100 000 ou de 50 000 dollars de la transaction de ces diamants? Sa justice ne fait rien. Tout ce que sa justice trouve, c'est de poursuivre un journaliste qui a mis sur la place publique ces dossiers du diamant. Oui, c'est bien malheureux, Serge. Laurent dit qu'il faut que la justice soit faite. Mais quelle justice dans notre pays? C'est ça le problème. Cette justice qui est féodée, instrumentalisée, à la traîne du politique, c'est ça exactement. Il y a encore de bons juristes et de bons magistrats. Hein. Quelques-uns nous ont encouragés, ils ont dit ce que vous faites, c'est pour le pays, nous vous soutenons. Je crois que de bons fruits dans un panier de 98 fruits pourris, je crois que ça va même faire pourrir les 2 autres. Donc voilà, je ne dis pas qu'il n'y a pas de magistrats qui sont intègres, il y en a, mais ils sont à combien? Je ne voudrais pas revenir sur les règles du droit et consorts. Onyembe a su bien le faire, avec brio d'ailleurs, c'est de son domaine. Donc je ne peux pas me risquer là-dessus. Mais je voudrais dire, parce qu'Onyembe a dit quelque chose, que c'est la justice, ce sont les magistrats qui sont les remparts de la société. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ce sont eux qui doivent appliquer les lois et consorts. Mais hélas, ce sont leurs intérêts qui les préoccupent. Parce que derrière cet harcèlement, ça veut dire qu'ils sont bien conditionnés. Je m'imagine. Donc c'est bien malheureux. C'est pourquoi je voudrais dire, il y a un avocat, Maître Jérôme Nengo et Sokolo Amundala. Non, pas Jérôme Sokolo. Non, pas Sokolo Jérôme. est médecin. Hein? Un médecin. Jérôme Nengoé, qui s'est donné la peine 6 ans durant pour produire un volume de
plus de 350 pages, intitulé « Procédure de la détention en République démocratique du Congo, procédure devant ceci ». Il énumère même, c'est ça, c'est le génie de son travail, il essaie un peu de répertorier les infractions qui peuvent faire l'objet de détention. Avant, même après la procédure et comme ça. Je crois que c'est un livre qu'il faut recommander à tous les magistrats, à tous les praticiens du droit. Pour revenir à l'histoire du diamant. Ne mettez pas ça au nom des lézards. Les diamants des... Non, je voudrais dire seulement ceci à Ngoyi Kassanji. Parce que moi qui parle, je suis parmi les journalistes qui se sont battus corps et âme pour que Ngoyi Kassanji retrouve son diamant. Et Ngoyi Kassanji recouvre sa liberté. Nous avons affronté Mzee Laurent Désiré Kabila pendant sa gloire, pendant sa toute puissance. Il avait encore de la légitimité, Mzee, parce qu'il était soutenu même par les populations. Nous l'avons affronté. De sorte que Ngoyi Kassanji retrouve son diamant et qu'il recouvre sa liberté. Et je me rappelle bien quand Ngoyi Kassanji est sorti de la prison. Il est venu me voir, il est venu nous voir. J'étais directeur de publication au journal Les Potentiels. On lui a indiqué mon bureau, il est venu dans mon bureau. Les mêmes Ngoyi Kassanji ici, si, qui a fait arrêter les si, il est venu me voir. Nous avons parlé. Il a dit qu'il n'avait même pas quelque chose à nous donner. Moi, je lui ai dit, non, monsieur Ngoyi Kassanji, nous n'avons pas fait tout ce que nous avons fait parce qu'on espérait que vous alliez nous donner un petit rien. Mais justement, c'est ce que Eliezer fait aussi pour que la famille du dauphin, propriétaire de ces diamants, recouvre ce que Ngoyi Kassanji avait. Nous avons fait cela parce que nous pensions qu'il y a notre concitoyen qui était poursuivi injustement. Est-ce que pour cela, vous avez été en prison? Ah non, non. Et d'ailleurs, Ngoyi Kassanji, c'est le seul jour, c'était d'ailleurs mon premier et dernier jour de le voir. Il n'est jamais même revenu au potentiel. Il n'a même plus envoyé même pas une carte de vœux au potentiel. Donc nous l'avions fait à cette époque-là parce que nous pensions qu'il y avait un compatriote en difficulté, il fallait défendre les droits de l'homme. Mais c'est ce que les gens fait aussi aujourd'hui. Je pense que au nom de cette presse-là, qui avait fait que Ngoyi Kassanji, d'ailleurs soit le prévenu le plus célèbre de la République démocratique du Congo, je demande à Ngoyi Kassanji de retirer sa plainte. Il n'a pas de raison d'être. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, il est du côté des puissants, qui doit mépriser la presse, la martyriser. Mais hier, quand il n'était pas du côté des puissants, nous l'avons soutenu, nous l'avons défendu. Et nous continuons à défendre d'autres qui sont dans la même situation qu'il a connue. Donc, nous ne nous fatiguerons pas. Je crois que nous allons soutenir notre confrère Eliezer jusqu'à notre dernière énergie. Merci beaucoup. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, en une minute, que nous, la presse, nous puissions nous saisir vraiment, pour une fois dans l'histoire, de cette question du diamant de Sankourou, pour que la justice fasse le travail? Mais comment il y a eu mort d'homme? La justice ne s'en préoccupe pas. Quelqu'un qui a pris son diamant, on l'amène ici à Kin, il est mort, on l'enterre là-bas, le diamant part d'ici pour l'Europe, l'État ne bénéficie de rien. Est-ce qu'on n'aura pas un jour un procès sur ce diamant de Sankourou? Pas seulement sur ces diamants de Sankourou, sur les richesses du Congo en général. Vous savez ce qui se passe dans les cobaltes, dans le cuivre et consorts, vous le savez. Donc, c'est pourquoi la lutte que le peuple congolais doit mener, c'est la lutte pour la bonne gouvernance. Il faut qu'il y ait quand même dans ce pays une bonne gouvernance. Comment un gouverneur se retrouve dans des dossiers de diamants, il se retrouve dans des dossiers comme ça? Et puis bon, la République est très calme, hein? Ni t'étais les révélations d'Eliezer, ça c'est qui est important. J'aimerais dire ça aux téléspectateurs. J'ai les prétendus enregistrements audio que la partie Ngoyi Kassanji prétend avoir. Oh non, Eliezer voudrait nous faire du chantage. C'est faux.
Jean-Marie Kassamba, qui est notre président INPC, le président urbain, il est à Lubumbashi. Il m'a envoyé cet enregistrement hier. Je l'ai ici, malheureusement, je ne sais pas le balancer. Nulle part, Eliezer a demandé de l'argent. J'ai ça. Et peut-être que dans des émissions plus élaborées, on aura le temps de revenir et vous diffuser cette information. Nous suivons de près. On voudrait tout simplement les taire, on voudrait tout simplement le museler. Vous savez que Eliezer est quand même parmi cette crème journalistique qui défend les valeurs, qui défend les intérêts de ces pays. Il a diffusé des vidéos terribles pendant les manifestations ici. Ok, alors ça veut dire que ce que Eliezer fait ne plaît pas, aux fossoyeurs de la République, et on peut l'amener à l'échafaud. Je ne sais pas cette affaire d'Eliezer. On était avant-hier avec Moukebaï, des 10h, 11h, 12h, 13h, 14h, 15h, 16h, 17h55 au palais de la justice. À 18h, on nous amène un mandat farfelu là contre Moukebaï. Non, mais hier, on était resté jusqu'à 18h moins. On nous apprend que les enfants d'Eliezer ont été tamponnés par un bus Transco. Bon, d'abord, vous parlez de Moukebaï. Je crois que c'est la prochaine victime, ce sera Moukebaï, parce que, tu sais... Ah non, il semble que c'est Peter Tchani. Attends un peu, Serge. Tu sais, nous sommes avocats, nous ne pouvons pas commenter, par exemple, comme le faisons les arrêts de la Cour. Nous les commentons pas comme doctrinaires, justement, comme enseignants d'université. Mais ce qui s'est fait aujourd'hui avec les pouvoirs judiciaires commence à déranger. Est-ce que tu sais que, du point de vue légal, en droit pénal, un mandat d'amener a un délai. Quand on les met, le mandat a un délai pour que le mandat puisse produire des faits. Pour Moukeba, il fait 6 mois. Quand on brandit, quand vous regardez Moukeba, il partit, c'est comme des athlètes. Moukeba a pris la poudre d'escampette, et donc il serait maintenant au un mandat d'arrêt qui date il y a 6 mois. Un mandat qui date, donc, quand vous regardez la couleur du papier, c'est peut-être un mandat qui est sorti peut-être à plus d'une année. Mais rentrons sur le dossier Eliezer. Tu sais, moi, je pense que la voix de la raison devait commander Ambroise Kassange. Quand on est dirigeant, quand on est responsable, il ne faut pas aller dans les effets de presse. Il ne faut pas aller dans les ondits. Ce que nous attendions de lui, c'est faire un peu de presse, venir à Kinshasa et nous dire je n'ai pas pris le diamant. Parce que Eliezer soutient que le diamant a été escorté, si pas par lui, c'est par ses services. Sur témoignage de membres de famille. Si c'était un marché qui s'est conclu selon les règles de l'art, voilà. Ça pouvait ne pas, parce qu'en ce moment-là, on devait d'abord un diamant comme ça devait être certifié. Voilà. Qu'on nous montre les papiers CC qui a certifié et qu'on nous montre que la DGRAD a perçu les droits dus à l'État. Mais les diamants là, maintenant, je dis ceci sur, par rapport au... Non. Par rapport au fait. Wapi diamant. Par rapport au fait. Oui. Par rapport au fait. Tu sais, la justice, si elle est instrumentalisée, elle ne veut pas nous aider. Quand nous nous sommes plaints, quand le procureur a lancé ici une ouverture sur la question de la nationalité de Katumbi, je vous ai dit que je ne voyais pas l'urgence qu'on pouvait uniquement aller dans la question de Katumbi sans tous les autres. Quand je vous ai ici relevé la procédure de l'arrestation, de la condamnation de Franck Diongo, en vous disant que la Cour suprême de justice, les derniers remparts, devant elle, nous avons soulevé les exceptions d'inconstitutionnalité dans le procès de Franck Diongo. La Cour n'a pas répondu, elle est revenue sans motiver pour dire non, nous joignons les exceptions au fond. Laurent, je vous dis que chantage, imputation dommageable, tentative d'escroquerie, face à quelqu'un dont la fuite n'est pas à craindre, dont l'identité n'est pas douteuse, dont le domicile connu ne peut pas être pris en charge par les dispositions relatives à la mise vous voulez dire, mandat d'arrêt provisoire. Alors Laurent, s'il vous plaît, 20 secondes. Oui. Est-ce que quand on attend quelqu'un et il vous fait des révélations que oui, c'était un tel diamant, il y a eu quelqu'un qui est mort, est-ce que ça ne peut pas tiquer ne fût-ce que les bons sens des juges? Quand le juge lui-même attend qu'un diamant de plus de 35 carats, il peut se dire non, monsieur Ngoïka Sandi, venez d'abord pour la confrontation. Est-ce que ce diamant-là est où? Non. Et on ouvre un procès dans un procès. Ça veut dire que je demande alors au professeur Luzulu. Parce que si Eliezer a fait des chantages et tentatives d'escroquerie, de notre côté, il y a un problème pris en charge par Luzulu. Merci beaucoup. Maintenant, le professeur Luzulu doit appeler le gouverneur pour dire bon, ce qu'on apprend là, c'est comment? Le PGR aussi, qui est dans son pouvoir classique,
peut dire aussi au gouverneur, il les a poursuivis pour des imputations et ceci. Mais ramenez-nous les diamants là. Parce que le magistrat a la mission de rechercher les infractions voilà. et de déférer les auteurs devant le juge, de poser la question. Mokas vient. Vous êtes de Kasaï oriental. Tel gouverneur, parce que le gouverneur de Sankourou était aussi venu en droit de réponse chez les il a parlé chez les Mais si vous suivez la vidéo du gouverneur de Sankourou, il y a des éléments qui changent le gouverneur. Merci beaucoup. On va prendre... Je termine. Oui. Ma conclusion, c'est que le gouverneur retire tout simplement. Les contextes politiques ne plaident pas en faveur du nom du gouverneur de Kassanji. Et si il nous écoute, qui n'aille pas demandé à les un pas ou ceci qu'il retire, même si en droit pénal, le retrait de la plainte ne lie pas le parquet, mais c'est déjà un pas pour qu'il les retrouve sa liberté et ça va le grandir et ça va être un compatriote qui comprend le message justement de tous les autres. Qu'est-ce que la machine à voter? Qu'est-ce que le vote électronique? CENI, un choix hypothétique et peu rassurant. Préface de Jacques Njoli et Senge Kelly. Livre de Moïse Moussangana Mouamba, mars 2018. Moïse, je vais revenir à vous, vous allez terminer l'émission. Laurent Onyemba, cette douche froide de la CENI, c'est vraiment un coup de massue. Je prends ce titre du journal Le Vrai Modérateur. Vous avez appris que l'ambassade du Sud-Corée à Kinshasa a fait une sorte de mail au gouvernement et à la CENI pour dire au nom de son gouvernement que son gouvernement émettait des réserves quant à l'importation de la machine à voter qui amènerait des irrégularités graves ou soit qui vont contribuer au report des élections. C'est vrai que l'OIF, d'abord, cette machine à voter ne met pas tout le monde d'accord au pays. L'OIF a émis des doutes, la SADC, même les États-Unis, Nikki Haley en a parlé. Aujourd'hui, c'est les pays du fabricant qui émet des doutes. Alors, le vrai modérateur titre Et Nanga plaira. C'est les versets les plus courts de la Bible. Et Jésus plaira. Serge Kabongo, je vais penser aujourd'hui, en âme et conscience, et je vais prendre l'engagement sur ce plateau que je ne parlerai plus jamais la question de la machine à voter. Parce que du point de vue technique, je vous recommande le livre de professeur de Sambo sur les droits électoraux. C'est une compétition connue. Nanga n'en est que l'arbitre. D'ailleurs, l'arbitre dans le foot a même un rôle beaucoup plus important que la CENI dans notre contexte. Il ne fait que constater. Les règles de jeu doivent être définies et acceptées par les compétiteurs. Premier principe. Est-ce que une partie, 50% ne veulent pas de la machine à voter? Pourquoi l'arbitre s'entête? Tous les pays, les superpuissances, qui sont des contributeurs dans ce processus, disent non à la machine à voter, dont les États-Unis et l'Union européenne. Pourquoi Nanga s'entête? Maintenant, je vais finir par un poème. Pourquoi Nanga s'entête? Les pays du fabricant. J'ai suivi ici des journalistes approximatifs disent non, la Corée c'est un pays capitaliste, c'est même une guerre entre les capitalistes. Ça veut dire quoi? Malheureusement, nous n'avons pas une société ici pour laquelle on peut parler et faire une comparaison. Je ne vois pas une société de droit congolais dont on peut parler à ce niveau ici. Mais si les pays d'origine vous disent que les machines qu'on est en train d'amener au Congo ne nous rassurent pas et que nous déclinons toute responsabilité en déconseillant aux Congolais de ne pas l'utiliser, en vous donnant même le prix, et que Nanga dise qu'une machine que vous achetez, c'est comme un costume que vous achetez, cérémonial, à $100, à 100 €, mais on te dit, pour ajouter la fleur du cérémonial, ou bien pour mettre le troisième bouton, le costume devient à 1000 €. Vous parlez aux enfants ou aux Attendez, malades. je donne un exemple. Papa Griffe. Papa Griffe a quand même une PME, non? Il fabrique des chaussures. Alors, il gagne un marché, par exemple, aux États-Unis. Laisse d'abord ça. Le gouvernement dit qu'il ne faut pas porter les chaussures de Papa Griffe. Ça, c'est très important d'abord, écoute. Et maintenant, la question technique. Je vais laisser à Moussangana de l'aborder. La confusion dans laquelle Nanga nous plonge, déjà en n'étant pas capable de nous dire
est-ce que nous sommes dans un vote électronique ou est-ce que nous sommes dans le vote traditionnel. Mais si c'est le vote traditionnel, avec accompagnement d'une machine pour imprimer, mais même avec des papiers duplicateurs, si chaque Congolais vient, même avec un taux de 10% de participation, en disant pour le Lukunga, j'écris le nom de Serge Kabongo. Les voix qui vont tomber. Pourquoi Nanga nous impose-t-il la machine à voter? Merci Laurent, merci. Je termine en disant que Nanga Corneille est aujourd'hui les responsables du chaos qui va découler de l'imposition de la machine à voter, parce que la communauté internationale déjà démontré que cette machine-là n'est pas seulement une machine à voter. Vous connaissez le verbe qui suit. C'est une machine à tricher. Merci beaucoup. Et donc, nous disons à Corneille Nanga, si vous voulez d'une élection, abandonnez la machine, vous n'en avez pas la maîtrise, vous n'en avez pas la certitude, et puis curieusement, quand on dit qu'il faut, vous voulez la machine, ok, on appelle les experts pour la certifier, là aussi ça bloque. Ça pose un problème. Mais alors, démissionner? Moïse Moussangana, ce qui est grave dans votre livre ici, mais je ne sais pas, est-ce que ce ne sont pas les États-Unis qui sont derrière la Corée du Sud? Parce qu'on sait déjà les liens entre la Corée du Sud et les États-Unis. C'est vraiment une sorte d'une guerre diplomatique entre les États-Unis, la Corée du Sud contre la CENI, bref, contre le gouvernement. Mais ce que j'ai vu dans votre ouvrage, vous citez les noms d'un certain Basengezi, les fils de Basengezi, qui à l'époque avait travaillé pour Mirou System, mais aujourd'hui, il était venu pour la commission de ces marchés, mais aujourd'hui, c'est lui qui est du côté de la CENI et c'est lui qui est conseiller de Nanga en matière de NTIC. Est-ce que ça pose pas un problème de délit d'initié? Mais pourquoi pas? Je crois que je vais parler sous le contrôle de Laurent Onyembe, les juristes sur ce plateau. Mais je voudrais dire que si nous, en tant que Congolais, si nous, en tant que République démocratique du Congo, nous n'avons pas besoin d'images, il y a de ces pays-là qui ont besoin d'images. Voilà. Et c'est effectivement parce que la Corée du Sud a besoin d'images. Nous étions avec la Corée, avec le même PIB en 1960. Aujourd'hui, la Corée, c'est peut-être 20 fois, 30 fois plus que le PIB, parce que c'est un pays qui se veut sérieux, c'est parce que c'est un pays qui va avoir une image. Vous vous rappelez encore qu'il y a une présidente sud-coréenne qui a démissionné, qu'on a fait démissionner, parce qu'elle était trempée dans la mafia. Effectivement, vous savez, parce qu'on dit le pays capitaliste, mais effectivement, ces pays capitalistes portent leurs entreprises et les vendent. Quand Bush se déplace, quand Macron se déplace, le grand ministre japonais, les premiers ministres, ils ont tout un aéropage de patron d'entreprise pour le vendre. Et que la Corée du Sud prenne cette décision de désavouer son entreprise, bien qu'elle soit privée. Mais c'est très grave. Je crois que Kalamba n'a pas le droit de dire ce qu'il est en train de dire. Parce que si vous parcourez mon livre et qu'on sort, vous allez savoir que c'est le gouvernement sud-coréen qui a porté même Mirou System. Parce que Mirou System est créé en mars 1999. Il a sorti... Est-ce que Kalamba maîtrise tout ça là? Oui, il a sorti son premier scanner de modèle MDS 2000. Et aussitôt ces scanners-là sortis, on a adopté ça comme machine officielle en Corée. D'abord dans le domaine bancaire. Pour booster un peu la production locale. Pour booster cette société-là. Voilà. Donc, quand je vois Kalamba dire n'importe quoi, me dire que non, écoutez, c'est cette société-là qui a fourni les matériels à la Commission nationale électorale coréenne et même à la web. Mais ça s'est passé dans quelles conditions? Pas dans des conditions d'opacité comme il y a ici. C'est ça tout le problème. Ce marché-là est conclu sur fond d'opacité. J'en viens au fils Basengezi. Qu'est-ce qu'il est venu faire ici, le fils Basengezi? Le fils Basengezi, c'est un compatriote, hein? Oui, il a fait des bonnes études, c'est normal qu'il travaille. Un certain Marcelin Mukolo Basengezi, qui est un des fils. C'est comme il y a beaucoup de Nanga aussi à la CENI. Oui, Basengezi. Quand ce marché a continué, parce que ce marché, il faut dire que ça a commencé avec Nanga, nous n'avons pas le temps, je pouvais même retracer l'historique de ce marché-là, parce que ce qu'on dit, parfois ce qu'on est en 2013, 2014. C'est 2014. C'est 2014. La web,
qui est l'association mondiale de commissions nationales électorales, c'est une structure sud-coréenne justement pour porter les sociétés qui fabriquent, qui sont experts en technologie électorale. Parce que partout où il y a Miru System par exemple, il y a même RFI vient de parler d'un article du journal Jugang, si je prononce très bien, que on a fait l'audit pour savoir quels sont les marchés qui ont été obtenus par le biais de l'AOEB. Et on a trouvé, dans cet audit-là qui a été lancé, il y avait une certaine entreprise juste dénommée M. Point. Donc ça veut dire que c'est un marché qui s'est passé dans les conditions opaques. Le fils Basengezi, Oui, terminé par lui. le fils Basengezi a fait ses études en Corée. Mais quand Miru System, les délégations, il fait partie des différentes délégations de Miru System qui viennent négocier avec La CENI. Quelques temps après, il est nommé conseiller en charge des nouvelles technologies d'Enanga. Et c'est lui, maintenant il est du côté de la CENI, en train de négocier avec sa première société. Avec sa première société. Donc, et cela s'est passé dans une discrétion totale. Et donc, le fils Basengezi, qui à un moment donné a représenté les intérêts sud-coréens, et quelques temps après, il représente les intérêts congolais à travers la CENI. Donc, vous comprenez, donc, il y a un délit d'initié là-bas. Merci donc, beaucoup. Voilà. On va parler de cette question de la machine à voter, mais je crains fort que quand déjà on commence à jeter du discrédit sur cette machine à voter, et que demain ou après-demain, je voudrais dire quelque chose. Oui. Parce que je suis tombé sur un document de la CENI portant vulgarisation, vote manuel assisté par la machine à voter. Il y a un problème d'honnêteté scientifique de la part de la CENI. C'est pourquoi même mon livre porte des titres interrogatifs. Jusqu'aujourd'hui, Nanga n'est jamais parvenu à définir les concepts vote électronique, n'est jamais parvenu à définir les concepts machine à voter. Et c'est là à dessein. Et Nanga est volatile sur le plan concept. Il commence d'abord, non, c'est le vote semi-électronique, mais comment, le vote semi-électronique, c'est quoi? Il faut d'abord qu'on sache qu'est-ce que le vote électronique, pour qu'on sache vote semi-électronique. Mais dans ce qui a constitué les cadres théoriques pour mon livre, il n'y a pas un concept vote semi-électronique. Et puis on passe à la machine à voter, et puis on passe à... Je voudrais seulement dire ceci. L'émission est terminée. Oui, ça va terminer. Juste, c'est important. Les votes électroniques, c'est l'ensemble de tous les systèmes de vote qui font recours aux systèmes informatiques. Voilà. Et que la machine à voter en fait partie. Oui, la machine à voter, en principe, ça s'appelle ordinateur de vote. C'est d'une manière impropre que c'est resté dans le code électoral français, parce que quand on avait introduit ça dans le code électoral français en 69, il n'y avait pas des ordinateurs de Merci vote. beaucoup. Est-ce que vous êtes prêt à un débat contradictoire avec Nanga sur cette question de la machine à voter? Volontiers. Donc volontiers. Je Donc prépare Nanga refuse tout simplement d'utiliser le mot ordinateur de vote, parce que quand on dit ordinateur de vote, c'est là attrait aux systèmes informatiques, et directement on va retomber dans le vote électronique. Il faut dire que le vote électronique a plusieurs modalités. C'est un terme générique. Ça renferme le vote par internet, le vote par machine à voter, le vote par téléphone avec serveur interactif, le vote par SMS, le vote par boîtier électronique. Donc c'est procédé. Oui, c'est toute une gamme de modalités de vote. Alors donc, Nanga ne sait pas où il sait, mais il le fait sciemment. Je voudrais dire ceci. Nanga, je voudrais dire ici que Nanga, c'est un observateur électoral de haut niveau, certifié par Bridge. Je suis sûr que Nanga sait ce qu'il est en train de faire. Mais quand il fait ça, il ne se discrédite, il ne sait pas se discréditer à l'international. Je n'ai jamais cessé de dire que Nanga était un kamikaze. Laurent Nyamba, vous suscitez la parole. Oui. Mais sinon, le principe est acquis. Débat contradictoire avec Moi, Nanga. je ne sur la ferai machine les débats. Pour la sensibilisation également. Qu'avec Nanga au sein de la CENI. Pas Kalamba. Pas Kalamba, pas Basengezi. Avec Nanga, je suis prêt à faire un débat. Merci beaucoup. Serge Kabongo, je veux uniquement... Doudou, on peut déjà confectionner l'invitation pour ces débats contradictoires. Faites-le, les DG signent et puis on dépose à la CENI. Je veux... Bon, ils avaient déjà fouillé les jours de la présentation. Est-ce que cette fois-ci ils vont venir?
Bon, Serge, d'abord, première précision, je salue l'ouvrage, je suppose que j'en aurai un exemplaire pour suffisamment me documenter, mais dans le chef de l'enfant Basengezi, du point de vue juridique, il y a ce qu'on appelle en droit les conflits d'intérêts. Et donc, ça sent un mécanisme justement de pot de vin. Quand vous regardez l'appel d'offres justement par rapport à l'acquisition de ces machines et les mouvements, les conflits d'intérêts aujourd'hui dont est au centre les fils Basengezi, on sent que c'est pour les besoins de la cause. Deuxième chose, quand vous suivez Nanga, il dit la machine à voter, si elle n'est pas là, elle va impacter sur la date des élections. Mais si les partis qui concourent à cette élection sont d'accord qu'on ajoute un mois pour qu'on écarte la machine à voter, où est le problème? Deuxième chose, la machine à voter n'a qu'un mécanisme d'impression. Non, c'est une erreur. C'est une erreur. Je n'ai pas un mécanisme de... Non, je dis ceci, selon ce que Nanga dit. Selon ce que Nanga dit, c'est une imprimante. Ce n'est pas une machine, ce n'est pas un vote électronique, mais c'est une machine d'accompagnement pour imprimer les bulletins de vote. C'est là ce que Nanga dit. Maintenant, nous posons la question à Nanga. Quand on vous parle du calendrier électoral, il est toujours assorti de quoi? Des contraintes. Maintenant, ta machine là n'est pas assortie des contraintes défavorables et favorables que nous pouvons nous aussi prendre. Pour terminer, qu'est-ce que tu fais des 2 millions? Parce que si nous mettons de côté la machine à voter, dans les prévisions budgétaires, il y a aussi 2 millions pour la campagne. Mais 2 millions de dollars, là, ça peut se compenser pour le processus proprement dit. Merci donc beaucoup, nous disons à Nanga que techniquement, même pédagogiquement, M. Nanga n'a pas raison. Merci beaucoup. Ok, je voudrais dire ceci. Je voudrais donner le nom scientifique de cette procédure-là. La machine Nanga. Ça s'appelle ordinateur de vote avec bulletin matérialisé et numérisé. En principe, ce sont des scanners optiques. Et il y a toute une littérature là-dessus d'un savant américain, Yursi, là-dessus, qui est en train de déclasser cette histoire-là. Merci beaucoup. Voilà. Mais est-ce qu'un fils Nanga, un fils Basengezi, qui était chez Miru System, après, il est maintenant à la CENI. Son père est délégué de la CENI pour le compte du PPRD. Est-ce qu'ils avaient conçu une machine? C'était pas en sachant qu'il y aurait un marché. Est-ce que ça sera une machine pour que le camp de son père échoue aux élections? Beaucoup de questions. Et puis, il y a un document très important qu'on appelle règlement technique. Oui. C'est un document qui donne l'ensemble de procédures à suivre. Et par les organismes désignés par l'État pour certifier la machine et par les fabricants et le fournisseur. Ces documents été dicté sur base de la loi. Et même le pays d'origine. Oui, ces documents étaient dictés sur base de la loi par le ministère de l'Intérieur. C'est ce qui se passe en France. Chez nous, donc, ces cahiers de charges-là ne peuvent pas être élaborés par la CENI. Donc, aujourd'hui, c'est pourquoi les gens doutent de la machine de la CENI. Donc, la CENI ne peut pas être juge et partie. Très bien, merci beaucoup. On va lancer l'invitation demain, après-demain. On va annoncer ces débats contradictoires. Bon, je te préviens qu'il ne viendra pas. Ah non, il va venir. Il va venir. Nanga, pour les besoins de la cause, puisque vous voulez sensibiliser, vous devez venir et accepter ces débats contradictoires. Madame, Monsieur, l'émission d'aujourd'hui est terminée. Si je me permets de vous récapituler. Eliezer Tamboué, deuxième journée au cachot du parquet général près le tribunal de la Gombe. On va suivre si le MAP sera maintenu, il sera peut-être transféré à Makala, mais la conférence de presse de ces avocats, c'est tout à l'heure à la cage au niveau de la Gombe. Ces enfants ont connu un accident mortel hier sur la 9e rue Lumété. Le véhicule des enfants percuté par un bus Transco. La cadette, elle s'appelle Charlie Tamboué, s'en est sorti avec le bras gauche fracturé. On a parlé de ces refus du gouvernement d'assister à la conférence de Genève pour les donateurs. Et puis, on a terminé par la machine à voter. Ça, c'est votre dédicace. Vous me donnez cet ouvrage à Serge Kabongo. Vous-même, vous allez le lire. Hein? Moi, j'ai du mal à lire. Je n'ai pas mes verres avec moi. J'ai dit à kiosque pour les soucis que vous manifestez pour informer les Congolais.
Merci beaucoup. Allez, je les prends gentiment. On peut trouver ce livre où? À Canal Kin Télévision. Le prix, il est académique. Hein? $15, c'est juste le prix d'un syllabus. Merci beaucoup. Il faut vendre ça aux députés. Parce qu'il y aura un débat général sur le processus électoral. Ils peuvent s'en préoccuper. Non, ils peuvent lire et comprendre pour poser des questions pertinentes à Corneille Nangaa. Madame, Messieurs, cette émission est terminée. 9h30 demain. Avec le même plaisir.